Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité. Aujourd'hui, mon émission, les Baby Steps de Dave Ramsey version québécoise. J'ai déjà parlé de Dave Ramsey à l'épisode 4, quelque chose comme ça. Dave Ramsey, c'est un expert financier, animateur de radio renommé, connu pour ses conseils pratiques en matière de gestion de l'argent et d'élimination de la dette. Moi, je l'ai écouté beaucoup dans les dernières années et je trouve que son approche est simple et a beaucoup de sens. Puis là, lui, il a une formule déjà toute faite qui répète à la radio quand ses auditeurs appellent. Ces étapes-là s'appellent les baby steps, les pas de bébé. Il y en a 7. Ces baby steps sont une série d'étapes simples mais puissantes, conçues pour aider les gens à sortir de la dette, à construire une épargne et à atteindre la liberté financière. Ça rejoint beaucoup ce dont je parle dans mon podcast. Ce que je veux faire aujourd'hui, je veux passer au travers ces 7 étapes-là et puis faire le parallèle avec le Québec, ramener ça plus au Canada parce qu'évidemment, lui, Dave Ramsey, il est aux États-Unis. C'est un peu différent. Puis en plus, j'ai déjà vu passer la question sur le groupe Facebook « L'argent ne dort jamais ». Super beau groupe en passant. Si jamais vous voulez des informations sur les finances personnelles, allez rejoindre ce groupe-là. C'est très bien géré. Toutes des belles questions, puis beaucoup de gens qui répondent, beaucoup d'actions sur ce groupe Facebook-là. J'ai vu justement une question passer à un moment donné. Est-ce que vous connaissez Dave Ramsey, les Baby Steps? Est-ce qu'il y a une version qui s'adapte plus au Canada? Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux passer au travers les 7 étapes et puis en parler, puis peut-être y aller avec une version que je dirais plus québécoise de ces étapes-là. Donc, la première étape des 7, c'est économiser un fonds d'urgence de 1 000 $. Établir une réserve d'urgence de 1 000 $ pour faire face aux imprévus tels que les réparations de voitures ou les factures médicales. Ça rejoint un peu l'idée qu'il ne faut pas avoir 0 $ dans son compte de banque. Si on garde toujours ça à 0, évidemment qu'il va arriver quelque chose, un imprévu qui va faire en sorte qu'on va devoir emprunter. Donc la première étape, là, peu importe les dettes que tu as, c'est mets-toi 1 000 $ de côté. Puis si jamais faut que tu l'utilises pour une raison quelconque, une urgence justement, ben la prochaine étape après, ça va être de retrouver ton 1 000 $. Toujours t'assurer que tu aies un 1 000 $ de côté. Puis là, la version québécoise, ça fait comme 30 ans son émission de radio, puis c'est en dollars US. Je me demande si on devrait pas dire 2000, là, tu sais, version québécoise. On devrait avoir comme 2000 $ là, dans son compte, tu sais, juste fonds d'urgence initial. Là. C'est même pas un vrai fonds d'urgence, il n'y en a pas assez parce qu'on va en parler plus tard du vrai fonds d'urgence, mais vraiment un fonds d'urgence de base qui fait en sorte que OK, on respire, tu sais. Si jamais quelque chose nous arrive, OK, on a de l'argent, là, tu sais. S'il y a une bad luck, un imprévu, une réparation, on peut continuer de vivre puis on va pas avoir à emprunter à droite puis à gauche. Donc, première étape, économiser son fonds d'urgence, je dirais 2000. Ensuite, rembourser toutes ses dettes. Pendant qu'on fait l'étape numéro 1, il faut évidemment faire ses paiements. Là, on ne va pas comme arrêter de faire ses paiements de carte de crédit ou faire le paiement de toutes ses dettes. Il faut continuer à payer ces choses. Mais la première étape, on paye le minimum surtout, puis on économise ce 2000-là, notre fonds d'urgence initial. Donc, ensuite, l'étape numéro 2, c'est rembourser toutes les dettes, sauf l'hypothèque. Donc, toutes les dettes, carte de crédit, voiture. On veut se sortir des dettes et l'idée, c'est de ne plus revenir endetté. Donc, on prend la décision, on se dit qu'on en a assez des dettes. C'est pas une façon de vivre. On veut cheminer financièrement quelque part. On veut arrêter d'errer dans le néant financier puis d'utiliser les dettes quand ça nous tente. On se met comme critère, OK, ce que je vais acheter à l'avenir, ça va être avec l'argent que j'aurai épargné ou j'aurai juste pas les moyens de me l'acheter finalement. La deuxième étape pour se sortir du trouble financier, ça va être de rembourser toutes nos dettes. Puis là, il y a 2 méthodes. Dave Ramsey, lui, c'est un fervent défenseur de la méthode boule de neige, Snowball Method. Ça, c'est quoi la méthode boule de neige? On classe toutes ces dettes en ordre de solde. Donc, si notre plus petite dette, c'est un solde de 1 000 $, puis notre plus grosse dette, c'est un solde de 30 000 $, ben, on commence par la plus petite dette. On rembourse le solde de 1 000 $ en premier. Okay? Puis la raison, donc là, je vais lire ici, là, utiliser la méthode boule de neige pour rembourser toutes les dettes en commençant par la plus petite et en travaillant jusqu'à la plus grande, en augmentant progressivement le montant versé à mesure que chaque dette est remboursée. Parce que là, on a des paiements normalement à faire
sur chacune de ces dettes-là. Puis en commençant par la plus petite, ça va nous encourager parce que dès qu'on va avoir fini de la payer, ça va nous libérer d'un paiement. On va pouvoir prendre ce paiement-là puis l'appliquer sur la prochaine dette. L'autre méthode de rembourser ses dettes, c'est de dire je vais rembourser le plus haut taux d'intérêt en premier, qui mathématiquement fait du sens, mais psychologiquement, c'est pas ça qui nous aide. Avec les finances personnelles, en général, on est beaucoup dans l'habitude, le psychologique, notre relation avec l'argent. C'est pas tant le côté mathématique le problème avec l'argent, c'est le côté des habitudes puis notre comportement. Donc la méthode boule de neige, elle nous encourage parce qu'on va l'éclairer les dettes une à la fois systématiquement. Puis c'est encourageant d'arriver rapidement à en rembourser une. On peut comme le jour qu'on la rembourse, faire une petite célébration. Après ça, on passe à la prochaine. Après ça, puis là, ça fait boule de neige. Puis à la fin, on attaque la plus grande dette. Puis en réalité, là, le taux d'intérêt, là, que ce soit un gros taux, un petit taux, si on l'attaque, là, parce que toute cette période-là, l'étape numéro 2, le remboursement des dettes, ok, ce que Dave Ramsey nous dit, c'est qu'il faut y aller intense. À ce moment-là, on est endetté. On n'a pas le luxe tant que ça des frivolités puis de partir en vacances. Il faut serrer la ceinture, il faut aller chercher l'argent partout où est-ce qu'on peut avec nos dépenses le plus possible. On serre la ceinture, puis quand on sera sorti des dettes, là, on commencera à respirer. Mais avant ça, il y a comme une urgence, là, tu sais. On paye de l'intérêt à une banque, on paye de l'intérêt à quelqu'un, notre vie ne nous appartient pas. C'est quelqu'un d'autre, c'est une banque qui possède nos actifs, en réalité. Il faut se débarrasser de ça, on se débarrasse de nos créditeurs, puis on serre la ceinture, donc on est intense comme la gazelle qui se sauve du lion. Le lion, c'est qui? C'est les banques, c'est les prêteurs, puis tout est la gazelle, puis tu te sauves de ça. Donc, vous voyez l'image là, que Dave Ramsey utilise souvent dans son émission. Donc, intense comme une gazelle quand on rembourse ses dettes pour s'en sortir le plus rapidement possible. Puis aller avec boule de neige, on va y arriver plus... C'est encourageant, puis c'est une méthode éprouvée qui fonctionne. Donc, rembourser ses dettes, tout sauf l'hypothèque, méthode boule de neige. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, il n'y a pas grande différence en passant avec la version québécoise. Là. Moi, je suis 100%, on devrait juste faire ça exactement comme il dit. Ensuite, l'étape numéro 3... constituer un fonds d'urgence complet, 3 à 6 mois de dépenses. OK? Puis là, parce que là, on a commencé en l'étape numéro 1 avec un fonds d'urgence de 1000 ou 2000 $, là, mettons en argent canadien, puis avec l'inflation, mettons qu'on a 2000 $, mais en réalité, il faut regarder nos revenus. Et en fait, il faut regarder nos dépenses mensuelles. Tu sais, puis ça, en passant, pour arriver à connaître nos dépenses mensuelles, il faut avoir un budget, il faut avoir calculé. Donc, c'est une bonne idée quand on fait ces étapes-là, prendre du temps pour faire notre budget, pour regarder, OK, c'est combien qu'on a de besoin pour dépenser notre épicerie, nos dépenses courantes, là, OK? Puis après ça, on se constitue un fonds d'urgence complet qui se retrouve à être 3 à 6 mois de dépenses. Si notre situation est plus incertaine, on peut y aller plus vers 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'on dit 3 à 6 mois de dépenses. Si on dépense 3 000 $ par mois, ça fait 36 000 de dépenses par année. Ça pourrait être plus, ça pourrait être 4 000. Bon, ben là, si c'est 4 000 de dépenses par mois qu'on a, ben il faut se mettre de côté un fonds d'urgence entre 12 000 et 24 000. Étape super importante, dépendamment de notre niveau de sécurité d'emploi, on peut y aller plus, on peut y aller moins. Ça, on peut mettre ça simplement dans un compte épargne. Oui, on peut le mettre en CELI ou en CELIAP. Une fois qu'on a son fonds d'urgence complet, on est pas mal plus en sécurité, là. S'il nous arrive quelque chose du jour au lendemain, une grosse dépense imprévue, une grosse bad luck, une maladie, il faut arrêter de travailler, ben là, on a du lousse quand même dans notre budget, puis on peut se revirer de bord, trouver une solution. 3 à 6 mois. Donc, sans travailler, parce que là, on a l'argent pour payer nos dépenses. Ensuite, ben là, il y a l'étape... OK, là, je vais continuer avec les autres étapes, puis il ne parle pas ici d'acheter sa maison. OK? Mais en réalité, c'est parce que ça, c'est l'étape 3 du fonds d'urgence, c'est 3A. OK? Puis il y a une autre étape qui est 3B, qui est, après ça, accumuler l'argent pour la mise de fonds de sa maison. Puis moi, évidemment, c'est dans mon cas, je pense que c'est super important d'accumuler la mise de fonds pour sa maison puis d'acheter sa maison. Là, lui, il n'en parle pas dans ses baby steps parce qu'on est plus pour quelqu'un qui veut la paix financière puis ça s'adresse, c'est très large. Là, ça peut être pour quelqu'un qui ne va pas nécessairement aller acheter une maison. Donc là, je continue quand même avec les autres étapes. Je vais revenir à l'étape 3B après.
l'étape numéro 4 de 7, c'est investir 15% de son revenu dans les fonds de retraite. Eux, aux États-Unis, c'est le 401k ou IRA, dépendamment si tu es travailleur autonome ou si tu es salarié. Nous, c'est le REER. Donc, 15% de son revenu dans le REER. Ben, pour se donner une idée, le REER, c'est 18% maximum de notre revenu brut qu'on peut mettre. Donc, à 15%, on est pas mal proche, OK? C'est un bon barème. Je pense que le 15%, il est valide aussi au Canada. Okay? On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Je pense que le 15%, à un moment donné aussi, là, on a sorti des dettes, on a notre fonds d'urgence, c'est correct, là, tu sais, on peut respirer, on peut enjoy un peu, là, on peut voyager, on peut la dépenser, notre argent. Donc, 15% de notre revenu, c'est raisonnable. Je dirais pas d'aller en mettre plus pour la retraite. Si notre but vraiment, c'est d'atteindre l'indépendance financière, ben là, on peut maximiser ça puis aller en mettre dans le CELI plus que 15%, et bien qu'il nous empêche. Mais 15%, c'est un bon threshold qu'on peut se mettre pour notre fonds de retraite. Étape numéro 5, épargner pour les études des enfants. Ben là, les études des enfants, oui, on le fait, c'est le REEE au Québec, au Canada, qu'on va utiliser pour faire ça. Il faut savoir, par contre, que aux États-Unis, l'éducation n'est pas autant subventionnée qu'au Québec. Donc, cette partie-là aux États-Unis est beaucoup plus importante. Est beaucoup plus importante parce que souvent, les gens ne pourront pas aller nécessairement à l'université si les parents n'auront pas épargné. En tout cas, ça va prendre des grosses dettes d'études. Puis, évidemment, ici, c'est peut-être moins le cas. Mais oui, épargner pour les études de ses enfants, la seule chose que je dirais, la version québécoise, c'est que peut-être qu'on peut, rendu là, une fois qu'on met notre 15% dans le fonds de retraite, une fois qu'on a payé nos dettes, qu'on a constitué un fonds d'urgence, peut-être que là, on peut le maximiser. On a un maximum qu'on peut mettre dans un régime épargne études pour les enfants. Puis rendu à l'étape 5, on devrait, oui, le maximiser. Ça vaut la peine. Puis on peut, peut-être qu'on l'a commencé avant aussi, dépendamment, mais quand on est endetté, quand on n'a pas encore notre fonds d'urgence, puis qu'on a d'autres problèmes, peut-être que les études de nos enfants, peut-être qu'on veut que nos enfants mangent, puis soient en sécurité, puis soient bien vêtis, puis en tout cas, toutes ces étapes-là avant sont encore plus importantes. Donc, c'est vrai que l'épargne pour l'étude des enfants, ben une fois aussi qu'on assure notre retraite, parce que ça, c'est important. On veut pas... Oui, nos enfants, c'est super important, mais on va pas comme aller s'assurer que nos enfants vont à l'école avant que notre retraite soit assurée. C'est un peu comme dans l'avion, là, c'est une bonne idée de mettre son propre masque avant de mettre le masque de son enfant. Si on est bien parti pour la retraite puis en sécurité, nos enfants vont en bénéficier d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est un bon endroit, là, l'étape numéro 5. Oui, on épargne pour l'étude des enfants. Puis ce que je dirais version québécoise, c'est que c'est pas aussi gros dans le fond qu'aux États-Unis. Fait que cette étape-là ne devrait pas être si significative que ça. Là. Dans le fond, on peut mettre dans un REEE jusqu'à 2500 $ par année par enfant. Donc, en tout cas, dépendamment de nos revenus, ça peut être plus ou moins significatif. Alors, l'étape numéro 6, rembourser l'hypothèque le plus rapidement possible. Super belle étape. On veut la garder même dans la version québécoise. Puis, je vais y revenir, en fait, quand je vais parler plus par rapport à l'hypothèque plus tard, mais oui, une fois qu'on a fini de payer ou qu'on épargne pour l'étude des enfants, aussi ce qu'on veut faire, c'est rembourser notre hypothèque le plus rapidement possible. On veut pas garder ça pour toujours jusqu'à notre retraite, une hypothèque. On veut à un moment donné se ramasser avec une maison qui est payée où est-ce qu'on a pratiquement plus de coûts de logement autres que les taxes municipales et scolaires. Donc, étape numéro 6, rembourser l'hypothèque le plus rapidement possible. Moi, c'est une chose que j'ai faite. J'irai pour rembourser mon hypothèque en 13 ans. Et puis, écoute, il faut que je vous dise que c'est vraiment un super beau feeling là, de savoir qu'on habite dans notre maison puis qu'elle est toute payée, tout à nous, puis on n'a plus de paiement à faire. C'est génial, je le recommande à tout le monde. Dernière étape, construire la richesse et donner. Donc, le construire la richesse, c'est comme une traduction de build wealth. C'est de continuer à s'enrichir finalement. Donc, étape numéro 7, continuer à s'enrichir et être extrêmement généreux, donc de donner. Ben oui, pourquoi pas, quand on s'enrichit, pourquoi pas continuer puis réussir à augmenter justement notre niveau de vie et puis évidemment être extrêmement généreux et puis parce que donner, ça fait partie des plaisirs de la vie. C'est extrêmement gratifiant d'être capable de donner. Donc, évidemment, quand on accumule de la richesse,
c'est une super bonne idée d'en redonner. Et ce qu'il dit, c'est continuer à investir, accumuler des richesses et tout en donnant généreusement à des œuvres de bienfaisance et à des causes qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est les 7 étapes, en gros, pour atteindre la paix financière, pour atteindre la liberté financière. C'est ce que Dave Ramsey, à chaque fois qu'on va l'appeler pour une question, il va essayer de vous situer à quel endroit où est-ce que l'auditeur se trouve dans ces 7 étapes-là, puis ça va donner une idée de sa réponse. Donc, c'est son framework. Il y a son livre aussi. Il a écrit un livre, évidemment, là-dessus. Puis, c'est vraiment le fun d'avoir ça étape par étape. Bon, là, je reviens à l'étape 3. OK? Je reviens à l'étape 3, constituer le fonds d'urgence de 3 à 6 mois, parce qu'à l'étape 3, il y a une étape 3B, et qui est, donc, l'étape 3B des Baby Steps de Dave Ramsey consiste à épargner pour la mise de fonds d'une maison. Une fois que vous avez établi votre fonds d'urgence complet à l'étape 3A, vous pouvez commencer à économiser pour acheter une maison. Et voici quelques points clés concernant l'étape 3B. Donc, là, on va parler de la mise de fonds. Donc, ça, c'est un peu le guideline de Dave Ramsey par rapport à la mise de fonds, par rapport au paiement. Donc, lui, il dit que la mise de fonds devrait être d'au moins 10 à 20 %. Donc, ici, évidemment, si on met plus que 20 %, ça va être en conventionnel. On n'aura pas besoin de payer la prime d'assurance SCHL. Ça, c'est les réglementations. Puis là, je ne connais pas nécessairement les règlements aux États-Unis, fait que je ne peux pas tant faire le parallèle, mais ici, c'est comme ça. Donc, si on met de 10 à 20 %, on va être obligé de payer la prime de l'assureur hypothécaire. Donc là, l'idée, moi, je pense que le plan, c'est d'essayer d'arriver avec 20 % pour épargner la prime d'assurance. Et si ça va nous prendre plus que 3 ans pour épargner notre mise de fonds, peut-être qu'on devrait regarder à mettre une mise de fonds minimale pour acheter notre maison. Parce que là, on commence à être sur un projet peut-être à trop longtemps, mais peut-être que les bénéfices d'aller acheter la maison vont être supérieurs au côté négatif de payer la prime d'assurance de l'assureur hypothécaire. Donc, je dirais de 10 à 20 % sur la mise de fonds de sa propriété, c'est parfait. Il faut calculer combien qu'on a besoin, se fixer un objectif, puis d'y arriver. Donc, ça serait l'étape 3B. À ce moment-là, on peut quand même être moins intense que pendant la période de temps où est-ce qu'on remboursait nos dettes, mais on a quand même un objectif assez important. Donc, on peut être moyennement frugal ou en tout cas quand même surveiller un petit peu nos dépenses pour essayer d'avoir cette fameuse mise de fonds-là, parce que celle-là, elle va nous aider. Si on achète notre propriété, ça va vraiment nous aider à atteindre la liberté financière, l'indépendance financière. On va progresser plus rapidement une fois qu'on va avoir notre propriété. C'est une propriété qui est raisonnable selon nos moyens. Regardez aussi de notre côté ce qu'on va vouloir faire. Ça va être d'avoir un compte CELIAP maintenant pour le faire. Notre mise de fonds, on peut la prendre, oui, des REER avec un RAP, mais depuis 2023, si on a l'intention d'acheter une propriété dans les 15 prochaines années, puis qu'on n'a pas déjà acheté une propriété avant, qu'on est premier acheteur, il faut absolument s'ouvrir un compte CELIAP, cotiser jusqu'à 8 000 $ par année. On a le droit de cotiser pour l'année précédente. Si on passe 2 ans sans cotiser, ben là, on va perdre nos cotisations d'il y a 2 ans. Donc, il faut quand même s'assurer d'en mettre un petit peu à chaque année. C'est ce que je pense qu'il faut faire à l'étape 3B, nous, version québécoise de l'étape de Dave Ramsey. Ensuite, ce dont je veux parler, c'est le paiement hypothécaire. Encore, Dave Ramsey, par rapport à l'achat de notre maison, il y a un guideline aussi. Il nous dit qu'on ne devrait pas dépasser 25 à 30 % de notre revenu brut pour notre paiement hypothécaire. Puis ça, ça rejoint les ratios canadiens permis. Le ratio, c'est 39 % au Canada. On ne peut pas mettre plus que 39 % de notre revenu brut en paiement hypothécaire, taxes et chauffage. 25 %, c'est un bon chiffre pour justement mettre sur le paiement hypothécaire. Ça nous donne une idée si vraiment on est capable de se permettre là, d'acheter une maison puis de faire un paiement hypothécaire. Au-delà de ça, on est un petit peu serré. Ensuite, la durée du prêt. Oui, l'autre détail que Dave Ramsey nous dit, c'est la durée du prêt hypothécaire. Lui, il encourage les gens à amortir le prêt sur 15 ans. Ça,
Honnêtement, j'en vois pas souvent des gens qui achètent une première propriété puis qui amortissent leur hypothèque sur 15 ans. Bon, là, il faut voir le prix de l'immobilier. Peut-être que dans le centre des États-Unis, le prix de l'immobilier est quand même bas. Avoir un prêt hypothécaire sur 15 ans a plus de sens que ici au Québec, à Montréal, où est-ce que le prix de l'immobilier est assez élevé comparé à certains endroits aux États-Unis. Normalement, nous, c'est 25 ans. Le 15 ans, c'est un bel objectif à avoir. Moi, j'ai remboursé mon hypothèque en 13 ans. 15 ans, donc, c'est une super belle cible si on peut l'atteindre pour rembourser notre hypothèque. On peut aussi, pour se donner un peu de lousse dans notre budget, le mettre sur 25 ans, puis après ça, profiter des remboursements anticipés ou en tout cas profiter des rentrées d'argent, l'augmentation de notre revenu pour venir l'ajuster par après et rembourser encore plus rapidement notre hypothèque. Il ne faut pas oublier l'étape numéro 6 dans les 7 baby steps, c'est rembourser l'hypothèque plus rapidement. Donc, une fois que notre revenu augmente, si on en prend une partie de notre augmentation pour, oui, se gâter un peu, mais une autre partie pour mettre sur notre hypothèque, puis rembourser nos dettes, puis la mettre dans notre investissement, on va aller plus vite vers la liberté et l'indépendance financière. Ça fait le tour de ma version québécoise des Baby Steps de Dave Ramsey. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci.